On va commencer. Merci de nous avoir rejoints donc, pour ce webinaire organisé par la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences. Je me présente, je suis Léa Le Faucheur, responsable des campagnes pour la Fondation. On a le plaisir aujourd'hui de partager avec vous les travaux récompensés par notre prix de biologie Alfred Kassler, un prix qui soutient le développement des méthodes alternatives à l'expérimentation animale. J'entends que j'ai des notifications du coup de vos messages sur la conversation. J'espère que ce n'est pas gênant, que vous m'entendez bien malgré tout. Et justement, bien avant de commencer, je vous invite à vous familiariser avec les outils qui sont à votre disposition. Donc le chat qui s'appelle Conversation. Vous avez un onglet sur votre écran, normalement en haut de votre écran. Donc n'hésitez pas à vous présenter, à préciser l'organisation dont vous faites partie. Vous avez aussi un onglet qui s'appelle Q&R, dans lequel vous pourrez poser toutes vos questions tout au long des interventions. N'hésitez surtout pas. Et les intervenants y répondront à la fin de ce webinaire. Et puis peut-être que tout le monde ici ne connaît pas encore la fondation. Donc la Fondation Droit Animal, qu'on appelle plus généralement la LFDA, qui est une fondation reconnue d'utilité publique, pardon, qui aura 50 ans l'année prochaine. Elle défend et fait progresser les droits des animaux et la préservation de la biodiversité en s'appuyant sur une expertise à la fois en droit, en éthique et en sciences. Et la LFDA se distingue donc par son approche intellectuelle et institutionnelle qui cherche à influencer les normes juridiques et professionnelles à long terme. Et alors, parmi ces moyens d'action, il y a donc la remise d'un prix de biologie. Et le lauréat de cette édition, le docteur Louis Bastien Westwald, qui est chercheur au Centre de lutte contre le cancer François Baclès en Normandie. Il va nous présenter aujourd'hui ses travaux qui portent sur la culture de tumeurs cancéreuses en laboratoire à partir de cellules de patients, donc ce qu'on appelle des organoïdes de tumeurs ou des tumoroïdes. Avant cela, nous aurons le plaisir d'écouter les interventions du professeur Franceline Marano, qui était donc présidente du jury du prix cette année. Elle est professeure émérite de biologie cellulaire et de toxicologie à l'Université de Paris. Elle est aussi vice-présidente de la Ligue contre le cancer et elle a anciennement présidé la plateforme Francopa, que vous connaissez certainement, la plateforme pour le développement des méthodes alternatives à l'expérimentation animale. Et elle nous expliquera notamment le choix du jury. On aura aussi l'intervention de Georges Chapoutier, directeur de recherche émérite au CNRS. Il est spécialiste des neurosciences, mais il est aussi philosophe et membre de notre fondation. Il nous parlera de la prise en compte de la souffrance animale dans le cadre de l'expérimentation. Mais avant cela, pour commencer, c'est notre directrice, Sophie Hilde, docteur en éthologie, qui nous fait la gentillesse d'ouvrir ce webinaire donc dédié à notre prix Kassler et je lui laisse tout de suite la parole. Merci Léa. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre présence à ce webinaire, pour votre intérêt. Laurence Parisot était prévue mais n'a pas pu nous rejoindre à cause d'un imprévu. Je ferai donc cette introduction à sa place. Je suis Sophie, la directrice de la Fondation depuis 2014. J'aimerais commencer au nom de la LFDA et au nom de sa présidente, au nom de ses administrateurs, de son équipe opérationnelle, par rendre un court hommage à Louis Schweitzer qui nous a quittés en novembre. 2 ans après la disparition d'un autre pilier de la Fondation, Jean-Claude Nouette. Donc, ce sont des personnes qui s'intéressaient énormément au sujet que l'on traite aujourd'hui. Louis Schweitzer a été président de la LFDA depuis 2012 jusqu'à 2025. Il était particulièrement engagé sur ce sujet de l'expérimentation animale. En 2021, à la création du Centre français des 3R, donc je rappelle remplacer, réduire, raffiner, il a été nommé président de son comité d'orientation et de réflexion. C'est un rôle qu'il a pris très à cœur et il a mis au service des animaux son sérieux, sa crédibilité pour faire changer les mentalités sur ce sujet. Et son engagement illustre parfaitement l'esprit du prix. Léa l'a parfaitement présenté en introduction. Je me permets un petit rappel historique. La LFDA a été créée il y a près d'un demi-siècle. Nous fêterons l'année prochaine nos 50 ans.
et elle a été créée sous l'impulsion de 5 intellectuels engagés pour la cause des animaux. Parmi ces créateurs, il y avait le prix Nobel de physique, le professeur Alfred Kastler, très sensible à la cause des animaux et en particulier les animaux d'expérimentation. Le prix de biologie que nous avons remis à Louis-Bastien Westphal, que nous entendrons tout à l'heure, a été créé en 1983 et a été nommé d'après le professeur Alfred Kastler en son honneur. Monsieur Westphal, qu'on entendra tout à l'heure, est son 15e récipiendaire. L'objectif de ce prix est de récompenser, de mettre en lumière des chercheurs qui, par leurs travaux, permettent d'éviter l'utilisation d'animaux dans les expériences. Comme vous le savez, les animaux sont utilisés en grand nombre pour faire progresser la science. En France, on est autour d'un nombre de 2 millions d'animaux utilisés, qui sont surtout des rongeurs et puis des poissons. Néanmoins, dans la grande majorité des cas, ces animaux sont utilisés seulement comme proxy, c'est-à-dire comme modèle pour prédire ce que seraient les effets sur les humains. Donc, ce n'est pas parce que le modèle est nécessaire en soi, mais c'est vraiment pour créer une étape préalable à un test sur les humains, par sécurité. Heureusement, aujourd'hui, les progrès techniques nous permettent d'envisager non seulement une réduction de l'utilisation de ces animaux, mais aussi un remplacement. Pour rappel, la directive sur l'utilisation des animaux à des fins scientifiques le reconnaît assez explicitement dans son considérant 10, je cite, « L'objectif final est le remplacement total des procédures impliquant des animaux vivants dès que cela sera possible sur le plan scientifique. » Donc, c'est cette deuxième partie que l'on essaie d'encourager et de faire progresser le plus rapidement possible. Le prix Kastler s'inscrit pleinement dans cet objectif. Donc, l'ALFDA veut soutenir, encourager les progrès des méthodes dites non animales à cette fin. Le docteur Louis-Bastien Westphal, que nous entendrons dans quelques minutes, est une illustration parfaite de cette volonté. Et vous allez le voir, ces travaux sont assez exceptionnels. En attendant, je vais passer la parole à Georges Chapoutier, qui nous en dira un peu plus sur la capacité de ces animaux, leur sensibilité, etc. Bonjour à tous. Donc, suite à ce qui vient d'être dit sur la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, qui s'intéresse au respect de l'animal et à la protection des animaux contre la souffrance dans tous les domaines très variés, moi, je vais vous parler plus spécifiquement de ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est-à-dire la souffrance animale lors de l'expérimentation animale. Les animaux sont un groupe extrêmement varié. Et sur le plan de la sensibilité, ils diffèrent beaucoup entre eux. Souvent, on entend dire « l'animal est un être sensible ». C'est vrai, mais c'est très ambigu. Il faut être beaucoup plus précis. Je rappelle habituellement qu'une plante, c'est sensible à la lumière. Une pellicule photo, c'est sensible à la lumière. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit ici. En ce qui concerne les animaux, il s'agit d'une sensibilité qui peut donner dans certains cas de la douleur et de la souffrance. C'est une sensibilité qui est nerveuse, donc qui est portée par un système particulier qui s'appelle le système nerveux, par des cellules nerveuses qu'on appelle les neurones, dans le détail desquelles je ne vais pas rentrer. Et la majorité des animaux ont cette sensibilité nerveuse qui, dans certains cas, on va le voir tout à l'heure, peut conduire à de la douleur ou de la souffrance. Pas tous. Il y a quelques rares animaux qui n'ont pas de système nerveux. Et donc, en ce qui concerne la sensibilité, ils se comportent un peu comme des plantes. Donc, ce n'est pas de cela qu'on va parler, évidemment, en ce qui concerne l'expérimentation. Les éponges, par exemple. Les éponges sont des animaux, mais qui n'ont pas de sensibilité nerveuse du tout. L'écrasante majorité des animaux a une sensibilité nerveuse et donc est sensible par des processus nerveux à des incitations extérieures qui peuvent produire des effets négatifs sur leur corps. Trop chaud, trop froid, trop de pression, etc. etc. Ça s'appelle la nociception. C'est la perception par les animaux de quelque chose qui est négatif pour leur corps. En général, l'animal qui a une nociception particulière, trop de chaleur par exemple, il va soit fuir, soit retirer la partie du corps qui risque d'être menacée. Donc ça, c'est la nociception, mais dans la majorité des cas, chez les animaux, elle est inconsciente. C'est-à-dire que lorsque vous approchez par une flamme d'une huître ou d'une moule, il peut y avoir un mouvement de retrait du manteau,
mais il est clair, enfin, pour différentes raisons que je ne développerai pas ici, que l'animal n'est pas conscient de ce qui lui arrive. Certains animaux, un certain nombre de groupes, acquièrent ce qu'on appelle la conscience, qu'on peut repérer par des manifestations comportementales qui montrent qu'ils sont conscients de ce qui leur arrive. Ce ne sont pas des animaux très nombreux. C'est incontestable dans le cas de tous les vertébrés, depuis les poissons jusqu'aux oiseaux, mammifères, y compris les reptiles, les batraciens. Donc tous les vertébrés ont une conscience de ce qui leur arrive, et donc une conscience de leur nociception. C'est vrai aussi de certains mollusques très évolués, très intelligents, que sont les pieuvres et les seiches, par exemple. Pour ces animaux, qui sont à la fois nociceptifs et conscients, on a l'habitude d'utiliser maintenant le terme anglo-saxon de sentience. Donc plutôt que sensibles, il faudrait dire que ces animaux-là sont sentients. Ils sont sensibles aussi, mais ils sont surtout sentients. Ils ont à la fois de la nociception et la conscience de ce qui leur arrive. Donc les vertébrés, qui sont l'écrasante majorité des animaux utilisés en expérimentation, et puis les mollusques céphalopodes comme la pieuvre et la sèche. Il y a toute une série d'invertébrés pour qui la question reste en suspens. Certains crustacés, certains insectes comme l'abeille. Est-ce qu'il y a chez ces animaux conscience et donc sentience ou non? La question reste encore débattue parmi les scientifiques. Alors, on va revenir maintenant à l'expérimentation animale. Comment éviter ces phénomènes de souffrance chez les animaux, ces phénomènes de sentience? On va s'intéresser surtout d'ailleurs aux animaux sentients. Mais la question reste posée un peu pour les autres aussi. Problème non résolu. Qu'est-ce qu'il faut faire avec des animaux qui sont nociceptifs mais pas sentients? L'écrasante majorité des animaux utilisés en expérimentation, c'est des vertébrés, beaucoup de rats et de souris, quelques poissons. Donc, ils répondent parfaitement à la question de la sentience. Donc, ces animaux sont capables d'avoir de la douleur ou de la souffrance dont ils sont conscients. Alors, pour répondre à cela, dans la mesure où, pour l'instant, l'État n'envisage pas de supprimer l'expérimentation animale, en tout cas pas à court terme, la question qui peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer leur statut? Alors, il y a une loi qui a été proposée par Russell et Birch, qui s'appelle la loi des trois R, qui est réduire le nombre d'animaux, remplacer les animaux par d'autres techniques, et c'est le problème de l'expérimentation alternative dont on va parler aujourd'hui, réduire le nombre d'animaux et raffiner les protocoles. Alors, je ne vais pas parler essentiellement du premier terme, c'est-à-dire de remplacer, puisque ce sont des questions de remplacement qui vont faire l'objet des débats ensuite par Mme Marano et le Dr Weiswald. Et donc, ça va être l'essentiel de notre exposé. Mais il faut savoir que, outre ces techniques de remplacement, qui vont être débattues ultérieurement, il y a les deux autres propositions, c'était de réduire le nombre d'animaux et de raffiner les protocoles. Je voudrais en dire quelques mots. Réduire le nombre d'animaux, ça peut se faire de différentes façons. D'abord par des méthodes statistiques, qui fait qu'on ne fera pas trop d'animaux, on ne fera pas souffrir trop d'animaux, on se limitera au nombre d'animaux spécifiques nécessaires à prouver l'expérience. Un nombre suffisant. S'il n'y en a pas assez, on ne démontrera pas l'effet non plus. Donc, des méthodes statistiques qui permettent de réduire. Et puis, d'autre part, on insiste beaucoup ces jours-ci sur le fait qu'il devrait y avoir des publications ou des bibliothèques de résultats négatifs. C'est-à-dire que lorsque des animaux ont été expérimentés et qu'on a un résultat, il faudrait que ce résultat soit connu, publié quelque part, pour qu'un autre chercheur ne fasse pas à nouveau les mêmes expériences et faire souffrir d'autres animaux. Enfin, raffiner les protocoles, ça consiste à améliorer les techniques pour rendre des procédures expérimentales moins douloureuses pour les animaux. Alors, ça, c'est aux chercheurs de le faire. C'est pas facile à faire. Ça dépend chaque fois des expériences qui sont programmées. Et ça suppose une formation des chercheurs à l'éthique. Ça suppose qu'ils sont intéressés par le respect de leurs animaux. Et ça, c'est un point que je soulève souvent. Il y a des formations de chercheurs actuellement pour autoriser à expérimenter. Ces formations sont tout à fait insuffisantes en ce qui concerne la formation morale et éthique. En d'autres termes, si on veut que les chercheurs raffinent leurs protocoles, si on veut qu'ils améliorent en quelque sorte leurs expériences pour faire le moins souffrir les animaux, il faudrait qu'eux soient vraiment conscients sur le plan éthique de la nécessité de le faire. Encore une fois, les formations éthiques actuelles sont très insuffisantes dans ce domaine. Alors, la troisième catégorie qui est évoquée, c'est évidemment les techniques de remplacement. Et encore une fois, là, je ne vais pas insister là-dessus, puisque le docteur Marano et le docteur Weiswald vont nous en parler amplement. Avant de conclure, je voudrais faire deux ou trois remarques de fond. Donc, d'abord, comme je l'ai dit, le respect de l'animal dans la
dans l'expérimentation animale, c'est une partie d'un immense tout, qui est le traitement de l'animal en général. Il faut voir que sur ce plan-là, la recherche scientifique a fait déjà beaucoup de progrès. L'animal est plus, l'animal sentient est plus respecté en expérimentation que dans d'autres domaines de la vie courante, comme les jeux sauvages, comme la chasse à courre, l'alimentation et l'abattage des animaux dans les abattoirs, ou même la gastronomie quand on jette des truites vivantes dans l'eau bouillante. Donc, il y a des progrès qui ont été faits, mais ils ne sont pas suffisants. On peut améliorer les choses encore. D'autre part, encore une fois, dans le cadre de l'expérimentation elle-même, il y a d'autres techniques que les techniques alternatives, mais elles occupent un rôle essentiel, et c'est ça dont vont vous parler les orateurs suivants. Enfin, j'ajouterais qu'en ce qui concerne le prix Kessler qui vous a été présenté, c'est encore une réserve un petit peu sur les pouvoirs publics, comme la formation éthique des chercheurs. Ce prix Kessler est distribué par une fondation privée que nous sommes. Il serait grand temps que les fonds publics s'intéressent aussi à ces questions et que l'État y mette un peu du sien. Merci beaucoup, Georges. Je passe la parole au professeur Marano, qui est donc la présidente du jury du prix. Eh bien, merci beaucoup à tous. Je vois que vous êtes très nombreux. Vous m'entendez bien? Alors, en fait, oui, je suis présidente de ce prix Kessler, hein, qui existe depuis 1984. Moi, j'avais noté 84, Sophie, et qui donc vise à soutenir des recherches académiques. Hein, moi, je n'ai vu que ça, hein, des recherches académiques essentiellement sur le remplacement de l'expérimentation animale, c'est-à-dire des méthodes in vitro, hein, en culture de cellules. Et on va voir que le prix de cette année répond exactement à cela, à ce remplacement. Et en plus, il rentre directement dans la journée internationale du cancer qui a lieu aujourd'hui, puisqu'il vise à développer des méthodes pour mieux soigner les cancers. Hein. Alors, donc ce prix euh, est représenté aujourd'hui, hein, de façon tout à fait brillante, ce prix, en fait, il est donné par un jury qui est composé uniquement de chercheurs du domaine académique. Hein. C'est très important, je pense, parce que là, il y a un souci de soutenir, comme l'a dit très bien tout à l'heure M. Chapoutier, il y a un souci de soutenir la recherche académique dans ce domaine des méthodes de remplacement, hein, la substitution à l'expérimentation animale. Alors cette année, donc, nous avions à choisir entre 5 dossiers qui étaient de très haute qualité et qui étaient portés par des biologistes, pharmaciens, médecins, vétérinaires, et essentiellement donc pour permettre d'utiliser ces techniques in vitro pour, par exemple, étudier la génotoxicité de polluants de l'environnement, c'est-à-dire l'impact sur l'ADN des cellules, avec des lignées cellulaires qui sont modifiées, hein, et provenant de cellules humaines. Il y avait aussi l'étude des perturbateurs endocriniens, chose aussi très importante, hein, à développer. Et puis, bon, pour ne faire, excusez-moi, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'utilisation d'animaux dans les travaux pratiques pour les médecins, pour les vétérinaires, une proposition de méthode par les techniques du numérique, hein, qui évitent complètement l'utilisation d'animaux. Et nous avions le projet donc, présenté et les recherches présentées par donc le docteur Westphal, vous allez voir cela en détail là tout de suite, qui nous a paru vraiment le meilleur parmi tous ces dossiers qui étaient vraiment excellents, hein, aussi. Et donc ce projet et les recherches du docteur Westphal
porte, comme je l'ai dit en introduction, sur le développement d'approches pour étudier les mécanismes de la cancérogénèse et comment on peut traiter des cancers de façon très personnalisée, puisqu'il s'agit de recueillir des cellules cancéreuses chez des patients, de les cultiver de façon assez complexe, il va vous expliquer ça, par la méthode dite des organoïdes, et ensuite tester des molécules pour voir quelles seront les molécules qui seront les plus efficaces. Et par ailleurs, c'est ce projet qu'il a développé dans le cadre de l'unité INSERM interdisciplinaire pour la prévention des cancers à l'université de Caen, hein, porte sur le développement d'une plateforme qui est déjà en place depuis déjà presque 5 ans, hein, depuis 2020. Elle a été créée en 2020. Une plateforme qui est ouverte à d'autres chercheurs qui veulent s'initier à ces approches tumoroïdes et qui vise aussi à développer une stratégie pour tester de nouveaux médicaments contre le cancer, hein. Donc, il va vous présenter toutes ces recherches qui donc ont commencé avec une thèse qui s'était développée à l'université Paris-Descartes, hein, et ensuite un stage pour étudier enfin, les organoïdes et l'approche organoïde à Vancouver, puis ensuite son intégration dans son laboratoire de recherche actuel. Donc, je lui passe la parole et surtout, donc, je le félicite parce que le jury a été vraiment tout à fait convaincu par l'intérêt de cette approche, hein, qui est extrêmement porteuse, non seulement pour, bien sûr, la réduction de l'utilisation des animaux, parce qu'avant, on utilisait, pour tout vous dire, pour ce type d'approche, des souris sur lesquelles on faisait des xénogreffes, il vous montrera ça, ce qui est assez terrifiant, des xénogreffes de cancer pour pouvoir tester ensuite des molécules et des stratégies. Là, actuellement, c'est vraiment un grand progrès que de développer cette approche tumoroïde. Ouais, bon, donc je lui passe maintenant la parole et bravo encore. Merci. Du coup, je vais commencer à partager mon écran. En tout cas, merci d'être aussi nombreux. Et puis, bah, merci à la FDA d'organiser ce séminaire parce que c'est vrai que, bah, en tant que chercheur, on aime bien aussi parler de nos travaux. Est-ce que vous m'entendez bien d'ailleurs? Ok. Et vous voyez mon écran? Parfait. Donc, c'est ça. Donc moi aujourd'hui, je vais vous parler de la mise en place de tumoroïdes pour la prédiction de la réponse au traitement et pour le criblage de nouvelles molécules. Donc je vais faire ça du coup sous ma casquette de chercheur euh, du Centre François Baclès. Et donc je travaille au sein de l'unité INSERM Anticipe, mais également donc en tant que co-responsable de la plateforme Orgapred, qui a pour but donc de générer des organoïdes tumoraux à visée prédictive et de recherche. Alors, est-ce que ça passe? Oui, ça a l'air de passer. Bon. Alors, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, hein, le gros problème, c'est que la plupart des molécules qui vont montrer une activité préclinique, c'est-à-dire qui vont avoir un effet sur des modèles animaux ou sur des cellules, ne vont pas aller en clinique. Et c'est notamment le cas du coup pour l'oncologie, puisqu'on va avoir seulement 5% des molécules qui montrent une activité préclinique qui vont obtenir une autorisation de mise sur le marché, ou AMM. Et ça, on va l'attribuer à différents facteurs, notamment la complexité des essais cliniques, également une mauvaise prédiction de la biodistribution, mais surtout à un manque d'efficacité, ce qui remet en cause du coup la pertinence des modèles précliniques en oncologie qui sont utilisés à l'heure actuelle. Donc parmi ces modèles qui sont utilisés, il y a les lignées cellulaires tumorales utilisées depuis les années 50, où en gros on va faire pousser des cellules au fond d'une boîte en plastique. Et comme vous voyez ici, en fait, elles vont se multiplier et envahir, coloniser la boîte.
Alors, comment on génère ces modèles? En fait, on va récupérer des échantillons tumoraux de patients qu'on va dissocier plus ou moins, et puis qu'on va mettre du coup en culture dans des supports en plastique avec du milieu de culture qui va être synthétique, qui va contenir des nutriments et des facteurs de croissance. Et une fois que les cellules vont envahir la boîte, on va pouvoir les décoller et puis les remettre dans d'autres supports et ainsi amplifier le matériel tumoral. C'est ce qu'on appelle du repiquage, hein. C'est vraiment comme du jardinage, hein. C'est des passages successifs qui permettent donc d'amplifier ce modèle. Et en fait, on peut du coup exposer ces cellules à des traitements anticancéreux. C'est ce que vous voyez ici, où vous voyez que les cellules vont arrêter de se multiplier et puis elles vont s'arrondir et mourir, hein. C'est comme ça qu'on arrive à montrer l'effet du coup anticancéreux. Alors l'intérêt de ces modèles, hein, c'est que c'est très simple d'utilisation, c'est pas cher, et puis surtout, on va pouvoir tester assez facilement des centaines, voire des milliers de molécules grâce du coup à des approches qu'on appelle haut débit, hein, mais donc il faut des équipements justement, il faut de l'automatisation pour cela. Alors le problème par contre de ce modèle, hein, c'est que on s'est aperçu hein, qu'il n'était pas vraiment très pertinent et qu'il ne reflétait pas fidèlement la tumeur d'origine, notamment en termes d'architecture, hein, puisque ce sont des cellules qui sont cultivées en monocouche, donc pas de 3D. Et puis surtout, on s'est aperçu qu'il y avait des dérives génétiques qui, du coup, arrivaient au fur et à mesure des repiquages. Alors ça, c'était un modèle, et puis il y a un modèle qui est beaucoup plus pertinent et qui est utilisé du coup surtout pour valider des molécules qui ont déjà montré un effet, on va dire, in vitro. C'est le modèle animal de xénogreffe dérivé de tumeurs de patients, ou modèle de PDX. Alors, comment on génère ces modèles de PDX? En fait, on va greffer des fragments tumoraux du coup, de patients chez des souris immunodéprimées, hein, pour pas qu'elles rejettent la greffe. Et donc, on va attendre ensuite que la tumeur pousse. Et une fois que la tumeur atteint une taille éthique, on va euthanasier la souris, on va prélever la tumeur et puis on va faire des petits fragments tumoraux qu'on va réimplanter chez la souris, et ainsi de suite. On va faire ce qu'on appelle des passages, hein, vraiment comme le repiquage de cellules. Alors l'intérêt de ce modèle, hein, c'est vraiment qu'il est très proche de la tumeur d'origine, notamment en termes d'hétérogénéité tumorale. Il faut savoir que dans un cancer, dans une tumeur, il va y avoir différentes sous-populations de cellules cancéreuses qui vont être différentes les unes des autres. Et ça, en fait, avec ce type de modèle, on arrive quand même à récapituler un peu plus que les lignées cellulaires, cet aspect-là. Et puis surtout, il va y avoir une corrélation entre la réponse clinique et la réponse de ces modèles. C'est-à-dire que les patients qui vont recevoir un traitement vont répondre de la même façon que les PDX qui vont en être dérivés. Alors évidemment, le problème de ce type de modèle, c'est que c'est assez cher, ça prend beaucoup de temps, et puis surtout, il y a un dilemme éthique, puisque en fait, on va maintenir la tumeur sur des animaux et que du coup, on va utiliser beaucoup d'animaux. Alors, en tant que modèle intermédiaire, on va voir le modèle des organoïdes tumoraux qui s'est développé quand même assez récemment, hein, dans les années 2015, qui va être obtenu à partir donc d'échantillons tumoraux de patients. Donc, ça peut être des biopsies, ça peut être des pièces chirurgicales, ça peut être également des fluides, hein, comme de l'acide ou du sang, où on va récupérer les cellules cancéreuses qu'on va inclure dans une matrice extracellulaire. Donc, c'est une sorte de gel protéique qui va contenir donc des protéines telles que le collagène et qui va faire une sorte de petit gel 3D. Et ensuite, on va rajouter un milieu de culture, donc synthétique aussi, avec des facteurs de croissance et puis avec des inhibiteurs de certaines voies de signalisation. Et on va générer comme ça des tumoroïdes, hein, en 2-3 semaines, hein. Ils vont faire 200 à 300 micromètres. Et puis, de la même façon que pour les lignées cellulaires, on va pouvoir faire des passages, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les récupérer, les dissocier et les réensemencer pour amplifier le matériel tumoral. Et donc, au cours justement de cette amplification, on va pouvoir aussi les congeler, les cryopréserver pour ensuite les redécongeler quand on va en avoir besoin. Et ça, en fait, ça va nous permettre de tester plus tard, par exemple, la réponse à certains traitements. Et justement, comment on évalue la réponse à ces traitements? Donc, nous, c'est ce qu'on fait sur la plateforme Orgapren. En fait, on va récupérer ces tumoroïdes qui ont poussé en 3D dans les dômes de matrice, dans les dômes de gel protéique, hein, et on va les ensemencer dans des microplaques. Donc, ça va contenir des petits puits, ça va nous permettre de tester une multitude de conditions. Et ensuite, on va rajouter du coup le traitement, et puis on va
suivre ça en temps réel, la morphologie en temps réel, grâce à des appareils qui vont prendre des images à intervalles de temps réguliers. Et puis à la fin de l'expérience, souvent c'est 7 jours après chez nous, hein, eh ben, on va faire un test de viabilité, c'est-à-dire qu'on va faire un test de biochimique qui va nous permettre d'évaluer la fraction de cellules survivantes à la fin du test. Et ça nous permet ensuite de faire des courbes dose-réponse, c'est-à-dire puisqu'on va en fait évaluer la réponse à des concentrations croissantes de molécules. Et donc ensuite, on va pouvoir du coup classer nos tumoroïdes comme sensibles, résistants ou intermédiaires au traitement. Alors, qu'en est-il justement de la pertinence de ce modèle par rapport à la tumeur d'origine? Alors, nous et beaucoup d'autres équipes ont pu montrer quand même qu'on avait une corrélation assez forte entre ces tumoroïdes et la tumeur d'origine. Donc, notamment là, dans les cancers des voies aérodigestives supérieures. Donc ça, c'est un cancer sur lequel on travaille, notamment par l'intermédiaire de Marion Pereira, qui a soutenu sa thèse l'année dernière. On a pu montrer que lorsqu'on fait des coupes histologiques, donc en fait, on va faire des petites coupes de tissus, de tumeurs et de tumoroïdes, et on va les colorer pour essayer de mettre en évidence certaines caractéristiques. Et notamment ici, ce qu'on voit, c'est des perles de kératine qu'on voit dans la tumeur et puis qu'on va retrouver également dans le tumoroïde. Et de la même façon, on va pouvoir aussi aller regarder l'expression de certaines protéines, et notamment donc des marqueurs tumoraux qui vont servir au diagnostic du cancer. Donc, notamment, on va aller regarder la protéine P63, qui est un marqueur justement des cancers des voies aérodigestives supérieures ou cancer des VADS. On peut également aller regarder la protéine P16, qui est en fait qui signe une infection au papillomavirus, qui en fait peut provoquer dans certains cas l'apparition de ces tumeurs. Et ce qu'on voit en fait, c'est que lorsqu'on va avoir une coloration marron, ça veut dire que la protéine va être là. Et plus c'est marron, et plus on va avoir de protéines. Et ce qu'on voit en fait, c'est qu'on a vraiment une corrélation entre la tumeur et le tumorome. Et lorsqu'on va un peu plus loin, justement, dans cette caractérisation moléculaire, notamment lorsqu'on va aller regarder les mutations de l'ADN, on s'aperçoit qu'on a également une très belle corrélation. Donc là, c'est 3 patients avec l'échantillon tumoral et l'organoïde. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment les mutations sur les mêmes gènes et une parfaite corrélation entre le tumoroïde et la tumeur d'origine. Et on peut aller également regarder aussi l'expression de tous les ARN dans la tumeur et dans les tumoroïdes. Et c'est ce qu'on a fait, nous, donc, dans le cadre des organoïdes de cancer de l'ovaire, notamment par Lucie Torek, qui a soutenu sa thèse également il y a un peu plus d'1 an, qui a montré donc qu'on avait une belle corrélation entre du coup, la tumeur et les tumoroïdes qui en dérivent. C'est ce que vous voyez ici. En fait, les tumoroïdes et la tumeur d'origine sont très liés. Donc, ça montre en fait qu'on a un modèle qui est vraiment assez pertinent, qui est capable de récapituler la tumeur dont il provient. Et ça va pouvoir servir donc à différentes applications, à commencer par la recherche fondamentale. On va par exemple pouvoir aller étudier certains mécanismes de résistance au traitement. On peut même exposer de façon prolongée les tumoroïdes au traitement pour mimer en fait ce qui se passe chez le patient, et puis regarder un peu les changements au niveau moléculaire. On peut également aller valider des nouvelles molécules qui sont en développement sur une des collections de tumoroïdes. Ça va nous permettre donc d'identifier des molécules efficaces et puis aussi d'identifier des types de cancers ou des sous-types de cancers sur lesquels ces molécules vont être préférentiellement efficaces. On peut également aller faire du criblage de molécules, c'est-à-dire tester des centaines, voire des milliers de molécules. Et donc ça nécessite évidemment de l'équipement, et c'est ce que je vais vous montrer par la suite, puisque c'est ce qu'on essaie de mettre en place au sein de la plateforme Organe. On peut également aller identifier des biomarqueurs prédictifs, c'est-à-dire des protéines, par exemple, des ARN ou des mutations qui vont prédire la réponse au traitement. Alors, comment on fait ça? En fait, on va exposer nos cohortes de tumoroïdes qui vont être vraiment caractérisées au niveau moléculaire, un traitement. On va identifier les sensibles au traitement et les résistants. Et puis après, par des analyses bioinformatiques, on est capable d'aller identifier, par exemple, que cette protéine, elle va être surexprimée dans les tumoroïdes résistants, ou que cet ARN va être sous-exprimé dans le groupe sensible. Et ça va nous permettre ensuite d'identifier pour un futur essai clinique des biomarqueurs qui vont permettre d'identifier les patients qui pourraient bénéficier de ce traitement.
Et enfin, on peut également les utiliser, et ça nous intéresse particulièrement au laboratoire, pour de la médecine personnalisée, et notamment via la mise en place de tests fonctionnels prédictifs. Donc là, le principe, en fait, c'est de générer des tumoroïdes à partir de la tumeur d'un patient, tester toute une batterie de molécules, identifier la plus efficace pour ensuite la donner au patient. Alors évidemment, pour l'instant, ce ne sont que des recherches. On va dire que dans la plupart des études, on essaie pour l'instant de corréler la réponse des tumoroïdes à la réponse des patients. Mais de plus en plus, on a des essais cliniques qui sont en cours pour justement utiliser ces tumoroïdes pour guider la décision thérapeutique. Alors, il y a eu énormément d'espoir au moment de l'avènement du séquençage de l'ADN à haut débit, puisqu'on se disait en fait qu'il suffisait juste d'identifier des mutations dans les tumeurs et de cibler ces mutations avec des médicaments pour anéantir la tumeur. Alors, ça, c'était en théorie, puisque au final, la pratique n'a pas donné les résultats escomptés, puisque, en fait, déjà, la plupart du temps, on identifiait des mutations qui n'étaient pas ciblables par les médicaments. Et puis, d'autre part, même si on trouvait une mutation ciblable, quelquefois, en fait, on n'avait pas de réponse du patient au traitement. Et au final, on n'avait qu'un bénéfice pour 7 à 15% des patients. Et c'est pour ça que la communauté scientifique s'intéresse de plus en plus à l'intérêt des tests fonctionnels prédictifs, c'est-à-dire vraiment de tester directement les médicaments sur les cellules du patient pour en prédire du coup la réponse. Donc on peut faire ça via différents types de modèles, via des modèles de PDX, des modèles de lignées cellulaires ou des modèles de tumoroïdes. Et nous, on a voulu justement comparer ces différents types de modèles et essayer d'identifier le modèle qui serait le plus à même d'être implémenté, d'être intégré dans un test fonctionnel prédictif. Donc, il y a quelques années, nous avons reçu beaucoup de matériel tumoral issu d'une patiente qui était atteinte d'un carcinome ovarien cellulaire. Donc, c'est un cancer de l'ovaire qui est très agressif. Et nous avons pu générer le modèle de PDX en à peu près, moins de 5 mois. Le modèle de tumoroïde en un peu moins d'un mois et demi. Et puis, le modèle de lignée cellulaire en un peu plus de 2 mois. Et puis par la suite, nous avons pu générer d'autres modèles de lignées cellulaires et d'organoïdes tumoraux, et nous avons comparé tous ces modèles en termes d'histologie, par exemple, d'expression de marqueurs tumoraux, pour voir quel était celui qui se rapprochait le plus de la tumeur d'origine. Alors, brièvement, ce qu'on a pu voir, c'est que les modèles de tumoroïdes et les modèles de PDX permettaient de récapituler l'hétérogénéité tumorale qu'on trouvait au sein de la tumeur de la patiente. On est allé ensuite un peu plus loin, on est allé voir justement l'expression de tous les ARN, et ce qu'on a pu voir, c'est que les modèles de tumoroïdes étaient très proches du modèle de PDX, et qu'on avait les modèles de lignées cellulaires qui étaient plutôt à part. Et enfin, on a voulu aussi regarder justement la pertinence de ces modèles en termes de réponse aux différents traitements. Donc, il faut savoir que la patiente a subi plusieurs lignes de chimiothérapie puisqu'elle a été résistante à tous ces traitements. Et nous avons donc exposé tous ces modèles à ces différents types de traitements. Et ce qu'on a pu voir, c'est que seul le modèle de PDX et d'organoïdes tumoraux était également résistant à ces traitements, contrairement aux lignées cellulaires. Donc, avec des tumoroïdes, nous étions capables de faire aussi bien que le modèle animal. Et en plus, nous le faisions plus vite puisqu'on peut générer ces modèles plus rapidement que les modèles de PDX. Donc, du coup, nous avons mis en place une étude clinique pour générer des tumoroïdes à partir des échantillons tumoraux de patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire au centre François Baclès. Donc ça, c'était le travail de thèse de Lucie Torel. Et nous avons pu générer 37 modèles de tumoroïdes long terme, c'est-à-dire qu'on peut vraiment les garder à long terme, les cryopréserver, les décongeler, issus de 31 patientes. Et par la suite, nous avons justement testé leur réponse au traitement, et notamment donc, les traitements qui sont utilisés dans les cancers de l'ovaire, donc notamment carboplatin. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait une réponse très hétérogène d'un modèle à l'autre. Et ensuite, nous sommes allés regarder s'il y avait une corrélation entre la réponse de ces tumoroïdes et la réponse clinique. Et ce qu'on voit, c'est que les patients qui, du coup, avaient permis de générer des tumoroïdes résistants avaient plus tendance à récidiver et à résister au traitement.
Donc, ce qui montrait qu'on avait quand même une très bonne corrélation entre la réponse des tumoroïdes et la réponse clinique. Et c'est encore plus flagrant dans nos travaux, justement, dans les cancers des voies aérodigestives supérieures, puisque les tumoroïdes résistants aux rayons X sont également dérivés des patients qui ont plus tendance à récidiver et à résister à ces traitements. Alors, le problème, en fait, c'est que au cours de tous ces travaux, en fait, nous avons mis en évidence, nous avons évalué la capacité de ces tumoroïdes à répondre au traitement en un peu plus de 3, 4 mois, voire 5 mois. Ce qui, évidemment, n'est pas compatible avec une prise en charge clinique. Et c'est pour ça qu'au sein de la plateforme, et également, du coup, avec le laboratoire, nous essayons de travailler mieux et plus vite en du coup, développant certains axes, notamment l'automatisation pour travailler à haut débit, pour tester plus de molécules et aussi pour standardiser nos protocoles. Nous mettons aussi en place des approches pour complexifier nos tumoroïdes, puisque en fait, les tumoroïdes sont exclusivement composés de cellules cancéreuses, mais nous essayons aussi de rajouter les cellules immunitaires, parce que ça peut présenter un certain intérêt, notamment pour tester certaines thérapies, notamment les immunothérapies. On essaie aussi de développer beaucoup de choses pour du coup accélérer la réponse qu'on va donner à l'oncologue, et notamment par la mise en place de processus de miniaturisation, c'est-à-dire vraiment travailler avec le moins de tumoroïdes possible, puisqu'il faut savoir que à l'heure actuelle, enfin avant, on travaillait avec 200 organoïdes par condition, donc ce qui du coup nécessitait d'amplifier beaucoup de matériel tumoral, et ce qui faisait que du coup il fallait beaucoup de temps pour avoir assez de tumoroïdes pour faire le test. Et puis nous travaillons également sur tout ce qui est imagerie combinée à de l'intelligence artificielle pour mieux évaluer la réponse au traitement, et notamment pour évaluer l'hétérogénéité de la réponse, c'est-à-dire identifier si on va avoir des tumoroïdes qui vont être plutôt résistants et d'autres sensibles à l'intérieur d'un même modèle. Et en fait, surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler vraiment sur les premiers tumoroïdes qui vont être formés dès la mise en culture de la tumeur, pour justement perdre le moins de temps possible. Alors, tous ces travaux sur les tumoroïdes de cancer de l'ovaire ont attiré l'attention de cliniciens et de chercheurs qui nous ont sollicités pour générer des tumoroïdes d'autres types de cancers, notamment les organoïdes de cancer du sein ou de cancer des voies aérodigestives supérieures. Ce qui nous a amené à créer la plateforme OrgaPred en 2020 pour pouvoir répondre à toutes ces demandes et pour pouvoir aussi bénéficier d'un équipement dédié ainsi que de personnel dédié pour la mise en place et la production de ces tumeurs. Et par la suite, nous avons été contactés pour générer d'autres types de tumeurs. Donc, la plateforme, elle a pour but en fait d'aider à la mise en place des protocoles cliniques, puisque évidemment, pour récupérer des échantillons tumoraux de patients, ça se fait dans un cadre réglementaire, et donc il faut du coup il faut une étude clinique ou des essais cliniques pour cela. Et puis, nous assurons également donc évidemment la production des tumoroïdes, et puis en collaboration avec d'autres plateformes, nous assurons également le stockage, notamment avec les centres de ressources biologiques, et également la caractérisation pour vérifier en fait que les tumoroïdes sont bien proches de la tumeur d'origine. Et donc, nous travaillons principalement avec des unités de recherche pour du coup leur propre thématique en recherche fondamentale, mais également avec des unités de recherche et des partenaires industriels pour la validation de nouvelles molécules. C'est-à-dire vraiment faire du criblage ou de l'évaluation d'effets anticancéreux. Et puis, avec des partenaires hospitaliers, évidemment, nous travaillons pour tout ce qui va être aspect prédictif de ces tumoroïdes, ainsi que l'identification de potentiels biomarqueurs prédictifs. C'est ce que je vous disais. Donc, en fait, sur la plateforme, nous avons plusieurs axes justement de développement, notamment l'automatisation de la culture. Donc, grâce à la région Normandie, nous avons pu acquérir un automate de culture qui nous permet de changer les cultures. Donc, il faut savoir que c'est quelque chose qui est assez long, assez délicat aussi, et qui prenait une demi-journée pour nos deux techniciens. Et donc, grâce à Guillaume et Lucie, on a pu justement mettre en place l'automatisation de cette tâche, puisque du coup, il faut aller aspirer le milieu usagé et puis remettre du milieu neuf.
et ceci sans perturber les dômes de matrice, hein, éviter de les aspirer évidemment. Ça a pris également du temps pour mettre en place ces protocoles. Et puis, nous avons également automatisé le test fonctionnel, c'est-à-dire vraiment comment dire, le traitement de ces tumoroïdes. En fait, la plaque va être prise de l'incubateur, le couvercle va être enlevé, on va rajouter la solution de tumoroïde, et puis ensuite va être rajouté les différentes concentrations de traitement, et puis la plaque va ensuite retourner à l'incubateur pour être incubée pendant plusieurs jours. Et puis à la fin, on va faire, la plaque va être transférée dans un lecteur qui va lire justement le pourcentage de cellules qui survivent à la fin du traitement. Et enfin, un dernier axe justement de développement au sein de la plateforme et du laboratoire, c'est vraiment la miniaturisation. Donc nous avons pu acquérir un trieur large particule, notamment donc grâce à l'INSERM et la région Normandie, qui nous ont permis ainsi de pouvoir trier un à un les tumoroïdes et les ensemencer dans des plaques. Donc c'est ce que vous voyez ici. Donc ça, c'est les conditions conventionnelles en plaque 384 puits, où on peut mettre environ 50 tumoroïdes. Et là, avec le trieur, on est capable de mettre vraiment précisément le bon nombre de tumoroïdes à l'intérieur des micropuits. Donc ça présente un intérêt en termes de médecine personnalisée, puisque ça nous permet d'utiliser moins de tumoroïdes, mais également aussi en termes de criblage de molécules, puisque ça nous permet de standardiser et d'utiliser aussi moins de matériel. Et d'autant plus que, en fait, ces tumoroïdes, on peut également les trier en fonction de la taille, hein. Par exemple, on voit que si on trie 5 tumoroïdes de 70 à 100 micromètres de diamètre, on va avoir à peu près la même réponse au carboplatine que les conditions conventionnelles, c'est-à-dire avec 50 ou 200 tumoroïdes. Et enfin, un dernier axe dans lequel la plateforme Orgapred est impliquée, c'est vraiment la structuration au niveau national. Et notamment par la mise en place du réseau national RIBON, donc un réseau national qui va associer des plateformes avec des centres de ressources biologiques, donc qui est dirigé par Laurent Poulain, donc qui est aussi co-responsable de la plateforme Orgapred avec moi. Et donc ça va permettre du coup de recenser tous les modèles d'organoïdes normaux, hein, et pathologiques, donc également les tumoroïdes, et de faire un catalogue qui pourra être accessible justement par la communauté scientifique et qui pourront être utilisés par les différentes unités de recherche en France. Donc juste pour conclure, hein, les tumoroïdes donc, constituent vraiment un modèle pertinent pour modéliser la tumeur, ou tout au moins en partie. Et puis, il y a de plus en plus de preuves hein, qui montrent que ces modèles peuvent mimer la réponse clinique. Et ceci est particulièrement intéressant puisque du coup, on peut se dire qu'on va avoir beaucoup plus de chances d'identifier des molécules efficaces lors des criblages des molécules et ainsi réduire l'expérimentation animale. Donc les développements en cours, hein, ça va être la complexification de ces tumoroïdes pour les rendre encore plus pertinents, notamment, donc, je vous en ai parlé, par l'ajout de cellules immunitaires, mais également, il y a des travaux en cours aussi pour tout ce qui va être vascularisation de ces tumoroïdes. Et pourquoi ne pas encore aller plus loin avec l'intégration justement de l'évaluation de la toxicité en connectant les tumoroïdes avec des organoïdes normaux, de foie, par exemple, de poumon ou de cœur, hein. Donc ça, c'est aussi quelque chose où beaucoup de gens investissent là-dedans, hein, dans les modèles de microfluidiques, où en fait, ce sont des sortes de petits boîtes en plastique dans lesquelles en fait, on va pouvoir connecter différents compartiments. Et donc ça, c'est particulièrement important en sachant que l'évaluation de la toxicité fait partie des tests qui consomment le plus d'animaux. Et donc, il faut le rappeler hein, que justement, hein, le Parlement européen a voté en 2021 hein, une résolution non contraignante qui vise à l'arrêt de l'expérimentation animale à des fins de recherche, hein, et puis qu'en 2022, la FDA peut maintenant autoriser les essais cliniques avec des molécules qui n'ont pas été obligatoirement testées sur des animaux. Donc voilà, donc je remercie voilà, tous nos financeurs, notamment la région Normandie, hein, qui a beaucoup financé notamment la plateforme Orgapred, et puis tous les gens impliqués dans ce travail, parce que ce que je vous présente évidemment, c'est un gros travail d'équipe, de plusieurs équipes, notamment donc, les gens de la plateforme Orgapred, et puis aussi les gens du laboratoire Anticipe, ainsi que les autres plateformes. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis je suis à l'écoute de toutes questions.
effectivement, merci beaucoup Louis-Bastien pour cette présentation. Il y a effectivement des questions dans le chat et aussi dans l'onglet Q et R. Je vous laisse regarder par où vous voulez commencer. C'est majoritairement des questions très techniques, donc je vous laisse le choix de rentrer dans les détails ou non. Et si on n'a pas le temps de répondre à tout, on pourra transmettre vos questions et faire en sorte que vous D'accord. puissiez échanger par la suite. Si vous voulez, je peux également, Louis Bastien, vous lire les questions qui me paraissent vraiment importantes. Je les ai D'accord, regardées. oui, très bien. Voilà, oui. Par exemple, une première question sur est-ce que la stabilité des tumoroïdes a été validée et sur combien de passages? C'est un point qui me paraît important. En En effet. termes de culture de cellules, c'est généralement justement la dédifférenciation qui joue. En effet, ça c'est important. Alors, il y a plusieurs études qui montrent quand même qu'on a une forte stabilité au fur et à mesure des passages. Nous, de notre côté, on a pu le tester sur des tumoroïdes, justement, des voies aérodigestives supérieures. Et en fait, on voit que en termes de profil mutationnel, on va avoir le même profil, voilà, un passage plutôt précoce, passage P3 à un passage P15. Après, on n'est pas allé encore plus loin, mais en effet, c'est une question importante. Il faut savoir aussi que le fait de passer par des passages, on va surtout amplifier des cellules qui auront plus tendance à proliférer. Et donc potentiellement, en effet, on va pouvoir aussi sélectionner des sous-populations. Autre point, là, il y a des spécialistes hein, dans l'Assemblée manifestement, qui aussi est importante, c'est la matrice que vous utilisez. Alors, est-ce que c'est du matrigel et est-ce que vous avez essayé d'autres types de matrices que du matrigel? Puisqu'il il faudrait expliquer ce que c'est du matrigel pour Ah, ceux qui ne sont pas au courant. voilà, alors le matrigel, c'est une matrice qui est générée à partir de sarcomes de tumeurs de souris. En fait, c'est une matrice qui, du coup, on va dire, n'est pas contrôlée. Et on peut avoir donc on va dire, une composition qui peut varier d'un lot à l'autre. Donc ça, c'est un des problèmes justement de l'utilisation de cette matrice. Malheureusement, de notre côté, nous n'avons pas réussi à trouver mieux, malgré des tests sur d'autres types de matrices, des matrices contrôlées, des matrices à partir de méduses, de gènes de méduses. Et malheureusement, c'est vraiment une matrice de type matrigel. Alors nous, on utilise BME2, hein, donc c'est un peu plus, voilà, c'est un peu technique, mais c'est le même genre de matrice et on n'a pas pu trouver mieux à l'heure actuelle. Et ça, Pourtant, en il y a effet, des ça peut être un recherches hein, problème. qui se Oui, développent pour avoir des matrices qui soient complètement artificielles, si je peux dire, exactement. et qui éviteraient l'utilisation de souris pour pouvoir les fabriquer. Hein. Mm. Oui, ça c'est important. Il y a aussi une autre question que je trouve importante. Est-ce que vous avez également fait des analyses de marqueurs génétiques qui permettraient de savoir si des patients seraient résistants ou non? Mais je crois que vous l'avez expliqué là. Vous avez fait ce travail. Alors, ça, c'est vrai que c'est à partir de tout ce qui va être caractérisation moléculaire de nos panels de tumoroïdes. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore. Alors, on a les données, mais c'est quelque chose qu'on n'est pas encore allé analyser plus en profondeur. Ça, c'est pour l'instant encore assez préliminaire, mais en effet, il est prévu d'aller justement regarder s'il y a des mutations qui vont prédire la réponse aux traitements qui ont été testés sur les tumoroïdes. Oui. Et puis, combien de vies d'animaux épargnés par ces nouvelles méthodes? Ça, c'est très difficile de répondre à Ah, une telle question. Hein. c'est très difficile, en Ouais. effet. Là, comme ça, je serais incapable de le dire, mais il faut savoir quand même que avec les tumoroïdes, on va quand même pouvoir multiplier les conditions, multiplier les tests, euh, contrairement justement à tout ce qui va être modèle de PDX. Hein. Souvent, euh, pour les modèles animaux, on va pouvoir vraiment tester que quelques conditions, tandis que là, vraiment, on peut beaucoup plus, on va dire, expandre le nombre de molécules et les doses aussi. Ouais. Ah oui, oui, oui. Si, il y en a. C'est quand même très efficace. Et en particulier ce modèle PDX qui est quand même assez épouvantable, je trouve. Moi. Et, mais bon, qui a été utile aussi. Et bon, y a-t-il une collaboration entre oncologie humaine et oncologie
Vétérinaire, ça c'est une question aussi intéressante. Une collaboration. Alors, c'est vrai que nous, de notre côté, donc nous travaillons en fait dans un centre de lutte contre le cancer. Donc, en fait, nous recevons principalement donc des échantillons d'origine humaine. Mais en effet, il y a des travaux qui sont réalisés justement sur les tumoroïdes d'espèces animales. Notamment, je sais qu'à Lille, ils travaillent sur les tumoroïdes justement de chiens. Mais là, en l'occurrence, je veux dire, des connexions entre oncologie humaine et animale, pour l'instant, il n'y en a pas tant que ça. Mais après, on sait que justement, tout ce qui va être fait sur les tumoroïdes d'origine animale peuvent aussi potentiellement être transposés sur les tumoroïdes humains et potentiellement aussi, du coup, à l'échelle humaine tout court. Si j'ai bonne mémoire, il y a une plateforme d'organoïdes qui a été constituée pour des cellules d'origine animale aussi, hein, pas seulement d'origine humaine. Oui, oui, en effet, il y a des plateformes qui commencent à se développer, notamment, je crois que c'est l'INRA hein, qui développe C'est à des l'INRA, plateformes, oui. justement. C'est l'INRA qui a développé ça. C'était d'ailleurs un des projets qui avait été présenté pour le prix Kastler il y a quelque temps, ouais, si j'ai bonne mémoire. Bon, une autre question faites-vous des OGM, des cellules cancéreuses, pour programmer l'apoptose des cellules cancéreuses du patient en les lui réinjectant? Je ne sais pas ça. Je Al- me demande si c'est pas un peu en relation avec ce qui a été d'ailleurs évoqué ce matin pour la Journée internationale du cancer, ce qu'on appelle les CAR-T-cells. Alors là, en fait, nous, on travaille exclusivement sur des cellules cancéreuses, donc évidemment, on ne va pas aller réinjecter des cellules Ben oui, cancéreuses chez le patient. non, c'est Euh, Alors après, en effet, il y a des thérapies géniques qui sont en cours d'étude. Après, sur le cancer, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose enfin, ça n'a pas donné grand-chose. Mais en effet, après, il y a la réinjection de CAR-T-cells. Donc là, en fait, on va c'est pas la remodifier, même du coup, chose. voilà, on modifie des Oui, cellules immunitaires pour aller reconnaître des cellules de la tumeur. oui. Donc ça, ce sont des traitements assez spécialisés, très lourds et puis très, très chers aussi. Oui. Et qui vise essentiellement les lymphomes, c'est-à-dire les cancers du sang, hein, Voilà. plutôt que de Et façon toutes les tumeurs générale solides. les cancers dans des autres tissus. Bon, ben, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Euh, Réinjecter des cellules tumorales chez un patient programmé pour mourir. C'est dur de dire des choses comme ça. Non, car il n'est pas possible d'injecter des cellules tumorales. Je ne comprends pas bien, moi, là, cette question-là, hein, donc, On a aussi des questions dans l'autre onglet, l'onglet alors, Q&R. je vous laisse peut-être en Elles sont très parler, techniques s'il vous aussi. Alors, je plaît. ne sais pas, Louis Bastien, si vous voulez les parcourir vous-même Ah oui. et faire un peu Alors, le... je vais prendre la première. Donc, comment évaluer les anti-angiogéniques sur des tumoroïdes? Certaines molécules ne peuvent être étudiées que sur modèle de xénogreffe et non sur tumoroïdes. Euh, en effet, c'est du coup, une des limites du modèle, hein, c'est l'absence de vaisseaux sanguins dans ces modèles. Donc, pour l'instant, alors, il y a des choses qui se développent justement pour vasculariser hein, ces tumoroïdes. Et pour l'instant, on n'a pas encore de modèle vraiment qui nous permette de tester les anti-angiogéniques. Donc évidemment, dans ce cadre-là, on a encore besoin du modèle animal. Alors, la maladie métastatique est la maladie qui tue principalement. Les organoïdes produits à partir de tumeurs métastatiques sont-ils plus relevants et plus stables? Euh, alors ça, je ne saurais pas vous dire. Puisque nous, en fait, on génère souvent des tumoroïdes à partir des tumeurs primitives, que ce soit dans les cancers des voies aérodigestives ou dans les cancers de l'ovaire, même si ça se dissémine parfois en fait, au niveau de l'abdomen, c'est quand même considéré, ce n'est pas considéré comme des métastases. Euh, donc ça, on n'a pas vraiment de réponse là-dessus. Et même dans la littérature, je n'ai pas entendu de telles choses. Alors, le
passage des tumoroïdes en culture n'entraîne-t-il pas la sélection de sous-clones finalement peu représentatifs de la tumeur d'origine? Oui, du coup, j'en ai parlé. En effet, ça peut être le cas. C'est pour ça que, alors, nous, de notre côté, quand même, nos travaux montrent que même quand on les cultive à long terme, on arrive quand même à récapituler la tumeur du patient. Mais en effet, c'est toujours un risque, le fait de les garder en culture et du coup de biaiser du coup les populations de cellules qui vont rester. Ça a été montré dans certains types justement de cancers où on avait vraiment seulement certains clones qui restaient à la fin lorsqu'on multipliait les passages. Alors c'est pour ça en fait qu'il faut justement travailler pour prévenir la réponse, il faut travailler sur les tumoroïdes les plus précoces et dans le cadre d'une médecine personnalisée, hein, c'est ce que nous on essaie de faire, c'est vraiment tester les molécules sur les tumoroïdes qui sont formés directement à partir de la mise en culture de la tumeur. Euh, de plus, concernant la méthode in vitro présentée par le docteur Westphal, quand sera-t-elle adoptée et reconnue par les institutions gouvernementales françaises si ce n'est pas déjà fait? Alors ça, je ne peux pas vous dire. Je pense qu'il va falloir quand même qu'on ait quand même plus de preuves hein, derrière pour pouvoir valider notre méthode. Euh, alors nous, notre but, hein, c'est vraiment de pouvoir du coup implémenter hein, le test fonctionnel à base de tumoroïdes en clinique, hein. Mais pour l'instant, il va falloir encore attendre plusieurs années, hein, puisqu'il va falloir quand même passer par des essais cliniques sur des cohortes qui vont être plus grandes. Voilà. Je peux peut-être dire un mot là de cette question de la validation des méthodes in vitro pour ensuite donc que ça rentre dans des tests réglementaires. En fait, ça passe par différentes étapes qui sont toujours assez longues. En France, il y a une plateforme qui s'appelle Paper qui vise à justement faire un premier travail de tri en quelque sorte pour accélérer les choses. Alors, je ne pense pas que pour le moment il y ait eu des projets présentés sur les tumoroïdes. C'est plutôt orienté pour le moment sur le développement de, de tests in vitro pour les perturbateurs endocriniens parce qu'on manque beaucoup de tests dans ce domaine. Alors ensuite, quand cette première étape de prévalidation, parce qu'il faut comparer entre plusieurs laboratoires sur des molécules donc en aveugle en quelque sorte, pour être sûr que les protocoles soient représentatifs hein, et puissent être reproduits n'importe où en quelque sorte, et bien ensuite ça c'est discuté au sein de l'OCDE ou bien au sein de l'Union européenne sur un site qui s'appelle l'EGVAM. Voilà. Donc c'est tout un travail avant d'avoir ce type de test au niveau réglementaire. Merci. Alors, du coup, je suis avec questions-réponses. Dans les conversations, il y en a une auquel vous pouvez peut-être répondre. Euh, Ce programme a-t-il fait l'objet d'un financement du plan France 2030? Comme on a bénéficié le programme Organes et organoïdes sur puce mené par le CEA, CNRS INSERM. Et non, malheureusement, nous n'avons pas eu le financement. Vous avez fait une tentative? Ouais. Oui, oui, on était à l'oral, mais non, on n'a pas eu le financement à la fin. Euh, je crois que j'avais vu une autre question. Moi, j'en vois Ah, une aussi. Savez-vous combien de souris sont utilisées pour la production d'un flacon de matrigel? Ça, c'est une alors, colle, hein? non, 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 j'avais justement Non? regardé ça, puisque du Oui. coup, une tumeur de 4 grammes, donc une tumeur chez la souris, peut faire 6 millilitres de matrigène. Donc en gros, ça va être 2 souris pour un flacon de matrigène, je dirais. Alors, il restait, je crois, une dernière question. Euh,
La toute dernière dans l'onglet QNR. Pourquoi dans le modèle animal la tumeur est transplantée sur une lignée de souris? Alors, pourquoi besoin d'utiliser plusieurs animaux et pourquoi ne pas regarder la tumeur que sur une souris? Alors, souvent, en fait, lorsqu'on fait des tests sur les animaux pour justement prendre en compte la diversité des animaux, on fait justement des tests sur un nombre de souris. Souvent, c'est voilà, 5 à 10 souris pour qu'au niveau statistique, on puisse déterminer s'il y a vraiment un effet antitumoral de la molécule. Alors, concernant justement les modèles de PDX, au moment de l'établissement, en fait, on est obligé. Souvent, ce qui se fait, c'est qu'on greffe sur plusieurs souris. Et puis, en fait, il peut y avoir justement des échecs en termes d'établissement. C'est ce qu'on voit beaucoup hein, sur certains types de cancers, où en fait, on ne va pas avoir de pousse de tumeur. C'est pour ça que souvent, il y a plusieurs souris qui sont greffées pour maximiser, on va dire, le succès dans la greffe du modèle. Et puis après, du coup, pour justement amplifier le matériel, on est obligé de greffer sur plusieurs souris. Il y a une dernière question peut-être. Combien coûte la production d'un organoïde et d'un tumoroïde en comptant tout personnel, machine, réactive? Je ne sais pas si vous avez fait de tels calculs. Alors, on avait fait des calculs. Alors, c'est plus en termes de. C'est vrai qu'on n'avait pas inclus les ressources humaines, mais en termes de production, établissement de la lignée de tumoroïdes, un peu caractérisation à minima. En fait, caractérisation, oui, on va dire à minima, on va être de l'ordre de 1000 à 1500 euros pour un modèle. Pour, pour un patient, en quelque sorte, c'est ça? Voilà, Pour un patient, oui. Mais quand on voit le coût d'un traitement par carticelle, exactement. 3000, oui, 300 000 euros Mm, pour un patient, mm, ou 350 000 euros, c'est ce que j'ai entendu. Donc voilà, c'est quand même autre chose, hein. oui. Je vous remercie, Dr Weiswald, pour toutes ces informations, pour ces réponses à toutes ces questions. Merci, Madame Marano, merci Sophie, merci Georges. Merci à tous et toutes d'avoir participé à ce webinaire et d'avoir échangé avec nous. Ce webinaire sera donc disponible en replay sur notre chaîne YouTube dans les prochains jours. Donc, vous suffit de taper Fondation Droit Animal sur YouTube et vous allez tomber sur notre chaîne. Et d'ici là, eh bien, je vous invite à suivre nos travaux en vous inscrivant à notre newsletter sur notre site internet ou en vous abonnant à nos réseaux sociaux, toujours Fondation Droit Animal. Et puis nous nous retrouverons très bientôt pour un nouveau webinaire, pardon. Je vous remercie encore tous. Merci beaucoup aux intervenants pour vos interventions. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci. Eh bien, au revoir, merci. Et Au revoir. encore bravo pour tous ces travaux. Oui, bravo. Merci. Au revoir.